Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine Tribune de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux les coachs Eugène Kandolo. Il est conférencier éclectique. Nous avons l'honneur de les recevoir sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la jeunesse face à son avenir. Vous le savez très bien que la jeunesse est l'expression du Congo de demain, comme nous aimons bien le dire, mais un moment, cette jeunesse souffre de l'impréparation. Voilà pourquoi nous avons fait appel à notre coach qui nous fait l'honneur ce matin. Bonjour coach. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la toute première fois dans Tribune de la jeunesse. C'est vraiment un plaisir partagé. C'est avec beaucoup d'empressement et de joie que j'ai accueilli cette invitation. Merci beaucoup, coach. Déjà, plusieurs questions me viennent en esprit. D'abord, quelle est votre lecture par rapport à la jeunesse congolaise que vous avez beaucoup d'expérience? Quelle est votre lecture d'une manière ramassée, globale, de cette jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse autodidacte. Qui a appris à se débrouiller à ses dépens parce que plusieurs entités qui étaient censées en fait se focaliser sur son encadrement ont dans une certaine mesure démissionné ou pour certaines raisons étaient absentes quand il fallait effectivement s'occuper de la jeunesse. Si bien qu'on se retrouve dans un cas de figure, comme dit souvent un ami, où on prépare l'avenir pour la jeunesse, mais on ne prépare pas la jeunesse pour l'avenir. Et il y a contraste, si bien que la jeunesse se retrouve en fait pas suffisamment apte à prendre les choses à bras le corps, parce qu'elle a appris à ses dépens, en boitillant, exposée aux médias, exposée aujourd'hui à la prolifération de réseaux sociaux avec le phénomène Internet. Et cette jeunesse, en fait, comme je l'ai dit, elle est autodidacte. Le bien et le mal, elle le définit selon en fait ses propres expériences. Et il n'y a pas une canalisation qui permette en fait d'avoir de repères, de boussole pour une sorte de, comment je vais dire, de luminaire par rapport à l'avenir que l'on veut aborder. Mais c'est une jeunesse courageuse, c'est une jeunesse résiliente, parce qu'au-delà de tout, dans le contexte qui est le nôtre, il y a d'une façon ou d'une autre des individualités, mais le problème c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait des individualités, nous voulons que ça soit coordonné et que la majorité des jeunes puissent effectivement être cette jeunesse qui fait la fierté, cette jeunesse qui effectivement a des bons repères de manière à ce que, nous puissions avoir une nation forte. Parce que si la jeunesse est perdue, ça veut dire qu'on a un lendemain incertain. Oh, très bien. Alors, merci beaucoup, coach. Les décors bien plantés, nous avons déjà l'idée de ce que la jeunesse congolaise est pour l'instant. Alors, coach, vous avez parlé d'une jeunesse qui est vraiment un peu mal outillée, mais c'est quoi les vrais problèmes? À qui incombe cette responsabilité? Les responsabilités sont toujours partagées. Dans la mesure où il y a 3 entités officielles qui permettent l'orientation, l'encadrement, l'éducation de la jeunesse. La première entité, c'est la famille. C'est la cellule de base qui a la responsabilité de donner la bonne éducation, d'apprendre le bien à faire, le mal à éviter, d'apprendre la notion du bien commun, du bien privé et des devoirs et des droits des enfants. Le deuxième cadre qui est censé faire cela, c'est l'école. L'école, ici, a une grande responsabilité parce que c'est l'école qui façonne l'éducation, surtout dans sa phase instructive. Et aujourd'hui, en fait, l'école a aussi ce problème. Et la troisième entité, c'est l'État. Et vous verrez que les failles de la famille, autant que les failles de l'école, en fait, proviennent en fait de failles de l'État. Parce que au moment où le parent pouvait avoir suffisamment de temps à consacrer pour cette éducation des enfants, il se retrouve confronté à d'autres problèmes qui
engendre les manques de temps, les manques de concentration sur cette jeunesse. Et par conséquent, surtout dans la prise en charge de parents, 4 parents sur 5 se débrouillent et je dirais même 9 parents sur 10 sont en dessous du seuil en fait de la vie moyenne. Ouais. Et par conséquent, ils n'ont pas suffisamment de temps pour l'éducation. Et même quand ils auraient le temps, c'est toujours très difficile pour un parent qui ne répond pas totalement aux besoins de ses enfants ou presque même pas à la moyenne aux besoins de ses enfants, d'avoir une mainmise sur l'éducation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, même de jeunes garçons, échappent à l'éducation de leurs parents. Parce que si c'est la jeune fille qui va, qui ramène iPhone à la maison, alors que papa a encore un petit téléphone qui n'est même pas configuré sur WhatsApp, si c'est la fille qui ramène, on ne va même pas lui demander en fait d'où vient l'argent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a même de jeunes filles qui se retrouvent dans des clics de ceux qui enlèvent les autres parce qu'en réalité, l'éducation a été fauchée, mais l'éducation a été fauchée parce que le parent lui-même est handicapé. Il doit doubler ou soit carrément faire 10 fois les efforts qu'il était censé faire. Parce que le cadre, le bien-être, le basique, ce qu'on appelle souvent le social, si ce besoin vraiment sociaux de base sont gérés, je crois qu'il y aurait moins de problèmes en termes de prise en charge d'éducation. Ça, c'est aussi un fait. Et j'ai comme impression que ça a été fait à dessein depuis plusieurs années, de garder, de paupériser les familles, de manière à ce qu'ils n'aient pas le temps pour éduquer et de détruire l'éducation parce que il y a peu, je ne sais pas quelles sont les dernières statistiques, mais il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans en arrière, et ça revenait presque chaque année quand on fait les classements des 100 meilleures universités en Afrique, il n'y avait aucune université congolaise. Wow. Et pourtant, l'Afrique, c'est 54 pays. Si nous étions derniers, on pouvait même être 54e. Ça veut dire que dans cette liste-là, il n'y avait pas. Il y a un problème. Et pour ne prendre que cela. Et donc, si l'éducation est vraiment détruite, s'il n'y a pas de mise à jour de cours, s'il n'y a pas d'infrastructure qui s'y prête, ça veut dire que c'est une formation, c'est une éducation qui est faite. Regardez quand on interviewe les étudiants, en fait les élèves, lors des examens d'État, les plus souvent c'est catastrophique. Vous sentez que le fondement, la base n'y est pas. C'est vrai qu'on ne peut pas évaluer l'intelligence et la capacité de donner des solutions par rapport à la maîtrise de la langue française, mais ça fait partie des indicateurs parce que la langue française n'est pas seulement une langue officielle, mais c'est aussi un cours. Donc si c'est un cours et que l'enfant ne parvient pas à s'exprimer, ça veut dire qu'il a échoué déjà dans ce cours et par conséquent, il y a de failles. Et si on part sur cet aspect-là, encore une fois, l'État a failli dans l'organisation du système de l'enseignement. Ce n'est pas en amenant 5e, 7e, 8e que ça change, c'est les contenus. Excusez. On est beaucoup plus dans le conformisme. Bon, voilà, l'UNESCO a dit, maintenant, au lieu de s'arrêter en 6e primaire, on a maintenant 7e, 8e. Ça ne change rien. 7e, 8e, c'est les correspondants de première, secondaire. Ça embrouille juste les choses. De la même façon à l'université. Oh non, maintenant, on est dans le système LMD. Gradual, licence, ce sont des concepts. Licence, master, tout ce sont des concepts. Mais si les contenus n'ont pas changé, si les professeurs n'ont pas de niveau, si le recrutement des assistants est basé sur le clientélisme, est basé sur qui n'ont pas de sens, ça veut dire que ça sera comme dans la cour du roi Péto, il y aura n'importe quoi. Et encore une fois, c'est à l'État d'organiser. L'enseignement, c'est à l'État de permettre aux parents d'avoir les basiques pour que cette tâche de l'éducation soit allégée, pour que le parent soit renforcé en termes d'autorité et de responsabilité au sein de leur famille. Et je crois qu'il y a une 4e entité qui n'est pas forcément responsable au même titre que le 3 premiers, mais qui de plus en plus, vu le rôle qu'elle joue dans la société, est aussi importante, c'est l'Église. L'Église a une grande responsabilité là où la famille a échoué, là où l'école a échoué, l'Église pouvait accompagner et c'est en fait comme une roue de secours. Mais cette roue de secours, il se trouve aujourd'hui que avec aussi la prolifération de réseaux sociaux et tout ça, quand on voit
excuse-moi les termes, je n'allais pas le dire, mais j'allais dire les bêtises de certains responsables des églises. C'est difficile en fait qu'on le prenne à juste titre comme des modèles, parce qu'en fait on n'est pas modèle parce qu'on a une belle rhétorique, parce qu'on prêche bien, parce qu'on chante bien. C'est les comportements, comment en fait les gens te perçoivent. C'est ce qui est très important. Tu peux être le grand adorateur, comme tu veux t'appeler, tu peux être les meilleurs prédicateurs. On se demande, est-ce que nous lisons la même Bible que lui? Mais si ton comportement est asocial, ton comportement n'est pas exemplaire, si tu es le plus impoli possible, tu peux avoir le Saint-Esprit. Je ne comprends pas la cohabitation entre le Saint-Esprit et l'impolitesse. Si tu n'as pas en fait d'exemplarité, si tous les dossiers des scandales c'est toujours autour de toi, tu peux bien prêcher, mais en fait, après tu vas dire qu'on va s'acharner sur toi. Mais ta responsabilité en tant que leader veut que tu puisses, c'est vrai que tu ne vas pas devenir Dieu, tu ne vas pas devenir saint, mais que tu puisses être exemplaire, que tu ne puisses pas être entaché de choses qui remettent en cause même ce que nous entendons de beau, de plus profond dans tes discours. Ça, c'est très important. Les gens devraient prêcher par l'exemplarité. Et l'exemplarité est plus parlante que les belles paroles que nous allons sortir. Et ça, c'est les responsabilités des uns et des autres dans cette éducation. Parce que si nous ne sommes pas conscients de cela, comme je dis, les jeunes deviennent des autodidactes. Et par conséquent, quand ils sont des autodidactes, ils apprennent à leur vie. C'est l'éducation diffuse et par conséquent, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Merci beaucoup, coach. Alors, j'ai une petite question, c'est par rapport à l'environnement. L'esprit, les jeunes, bon, je prends un cas, un jeune qui était bien depuis un temps, il y a un esprit qui désoriente cette jeunesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, parce que vous avez soulevé les codes des kidnappeurs où la majorité c'est la jeunesse. Qu'est-ce qui désoriente souvent ces jeunes à aller se démarquer ou à exceller dans le mal, dans les antivaleurs? Je crois que l'une des choses, je le disais tout à l'heure, la responsabilité est partagée, mais c'est en fait l'essence de ce qu'on donne dans notre subconscient collectif comme modèle de réussite. Parce que nous sommes dans une société où il suffit que quelqu'un puisse avoir une belle voiture, qu'il puisse distribuer de l'argent, on le respecte sans poser des questions d'où est-ce qu'il a trouvé son argent. Et nous sommes dans une société où si vous êtes brillant et qu'on vous a vu sur la moto, on va crier, mais on t'a vu sur la moto. Du coup, en fait, ça te met dans une situation où tu te dis, parce que mon nom est connu, parce que je suis X, je dois faire tout pour avoir un moyen de transport pour que mes fans ou les autres qui me regardent puissent évaluer que mon intelligence ou ma réputation ou mes compétences sont équivalentes au matériel que je dois avoir. Et par conséquent, beaucoup de gens sont dans la compromission. Et beaucoup de gens que nous... Une fois, j'ai vu des gens qui s'attaquent un peu à ceux qui étaient comme modèle de la jeunesse, notamment par exemple sur le plan politique et tout ça. Mais combien les ont accompagnés? Est-ce que nous sommes une société qui apprécie à juste titre, qui dit, bon voilà, Daniel a ses atouts, mais par rapport à ce qu'il fait comme travail, je crois que son salaire ne pourrait pas couvrir ça. Est-ce que nous pouvons l'appuyer? Sous d'autres cieux, je crois qu'il y a des lobbying dans ce sens. Et ça permet d'équilibrer. Mais par ailleurs, les biens matériels, les apparences, nous sommes dans un pays où, bon, si tu prends le transport en commun, ça veut dire que tu es ailleurs, en Occident. Il y a des gens riches, mais qui prennent les transports en commun, qui prennent le métro et trucs. J'ai une amie qui me dit, pourquoi les gens doivent se gêner de faire un peu les 100 pas, si ce n'est pas pour aller faire le footing, s'ils ne sont pas en tenue de trucs. Ça veut dire que on a une autre conception. Et du coup, en fait, les gens... On n'a pas vu dans ces pays quelqu'un très bien habillé, blazer, il a toujours des belles photos, mais qui vole un téléphone dans une boutique. On l'a filmé. Et en fait, c'est ça le modèle de société. Le modèle de société que nous avons, c'est ça. Et par conséquent, je ne te dirai pas combien nous, dans notre parcours, pendant que nous étions en train de monter, les gens qui, en même temps, ne veulent pas payer pour acheter tes livres ou pour payer tes conférences. Ils veulent que tu fasses tout gratuitement. Mais en même temps, ils veulent te voir dans une range. Tu vois un peu les trucs. Ils veulent te voir en même temps dans une range. Ils n'imaginent pas
que ça soit toi qui soit à pied ou qui soit sur une moto. Voilà. Donc, en même temps, ils se gênent, mais en même temps, ils ne mettent pas ce qu'il faut. Donc, nous sommes dans cette société-là. Les modèles de société que nous avons est à la base de tout ça. C'est comme ça que les jeunes se compromettent. C'est comme ça que les gens se soulèvent, s'élèvent avec des bonnes valeurs. Il a un engagement et puis après, il est dans la compromission parce qu'en fait, il doit manger. Il a une famille. Et c'est un peu ça. Et du coup, les jeunes trouvent des voies faciles. Ils sont dans des réseaux de kidnapping pour tuer les autres. Ils sont dans les détournements. Ils sont dans des vols. Ils sont dans tout ce qu'il y a comme antivaleur pourvu que on le voit sur Facebook, qu'il a été dans une voiture, qu'il a mangé dans un restaurant X, qu'il a passé nuit dans un bel hôtel de Cocody à Abidjan ou truc. En fait, les gens sont dans ça, les gens sont prêts à tout. On ne montre pas la traçabilité, le parcours de la réussite. On veut juste nous miroiter. C'est un peu comme de fausser. Des fois, je ne veux pas amener la polémique, mais des fois, je lis même certains livres où on te montre une belle histoire au début. Et puis, on te dit que cette personne est devenue millionnaire. Mais on ne te montre pas la traçabilité de comment il a quitté de l'étape belle qui nous a montré là à devenir millionnaire. Et c'est ça le modèle de société. Les jeunes, ils sont beaucoup façonnés par des millionnaires, mais sans savoir comment les millions sont arrivés entre leurs mains. L'essentiel, c'est que Viennaye, Akaba Kaba, il va lui donner un truc et puis on va le chanter. Et même les musiciens ont fait beaucoup la promotion des voleurs, des margoulins, des détourneurs. Et c'est ça la société, pourvu que, voilà, donc, que tu aies des dédicaces dans des chansons qu'on te chante, et même d'autres on les chante sans les connaître, et les chroniqueurs en parlent avec gaieté. Bon, lui on ne les connaît pas, mais il donne. Mais quelle est sa source? Parce qu'on peut regarder dans la traçabilité quel est le travail qu'il fait pour qu'il puisse avoir ça comme revenu. Et nous devons arriver dans une société où on devrait commencer à avoir comment je vais dire, des polices ou des institutions où on trace un peu, en fait, pas forcément, c'est vrai que la Constitution le dit notamment pour les dirigeants, les ministres, le président, le Premier ministre, quand ils entrent en fonction, ils déclarent leurs biens et puis après on voit qu'est-ce qu'ils ont acquis, dans combien de temps, sur base de quels revenus. Mais je crois qu'il devrait y avoir, pour moraliser aussi notre société, des mécanismes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien fait mais qui sont des millionnaires. Et du coup, en fait, c'est ça le modèle des sociétés. Tout le monde cherche à voler, tout le monde cherche à impressionner les gens, à avoir les tout derniers iPhone qui est sorti. Il y a même des ministres dans des rencontres qui ne réfléchissent même pas sur l'incidence de ce que ça peut avoir. Dans une activité où on parle des modèles des jeunes, il dit, si tu réponds à telle question, je vais te donner iPhone. En fait, ils ne se rendent pas compte de l'incidence, en fait, de cela. iPhone, c'est $1200, c'est $1000 et tout ça. Il ne faut pas montrer à la jeunesse la facilité, mais aussi la miroiter, en fait, l'illusion d'optique d'une vie comme dans je ne sais pas moi quoi, dans une sorte de conte de fées. Vous comprenez? Les gens doivent apprendre que avoir un iPhone, ça ne donne pas de la valeur. Vous comprenez? La valeur, que tu aies une chemise, que tu aies un t-shirt, que tu aies une veste, elle reste la valeur. Si on apprend aux gens comme ça, mais après, si ces gens ont les basiques, parce qu'en fait, tu peux aussi avoir de beaux discours, chercher à apprendre les gens, tout ça, mais s'ils ont faim, ça sera toujours compliqué. C'est tout un tout. Le problème est systématique et systémique. Par conséquent, il faudrait qu'on puisse commencer par le basique. Le basique, je l'ai toujours dit, c'est les problèmes de changement de mentalité. Vraiment. Et par rapport à cela, il y a une cellule de coordination de changement de mentalité qui n'a changé aucune mentalité d'un Congolais. Et en fait, il fallait commencer quelque part. Parce que les kidnappings et autres, si c'était pour d'autres besoins, aujourd'hui on sait, nous ne sommes pas, c'est pas un cas isolé les Congos. Même ailleurs en Occident, il y a des histoires assez affreuses. Mais ici, c'est d'abord la faim, Nzala. Et l'idée de chercher à impressionner.
C'était ça ma question. Justement, Parce qui pousse les gens. Entre vivre pour impressionner Voilà. et vivre pour soi. C'est exactement ça. Et la cellule de changement de mentalité devrait en fait tabler sur des choses, non pas pour répondre au kidnapping, mais pour prévenir des kidnappings à venir. Okay. Ça veut dire poser des bases. Entre autres, il y a le sens du patriotisme qui est très important parce que quelqu'un qui aime son pays va comprendre qu'aimer son pays, c'est avant tout et aimer aimer son pays, c'est avant tout aimer les peuples de son pays. Ce n'est pas aimer le okapi, c'est pas aimer le diamant, c'est pas aimer le coltan, c'est pas aimer le cobalt. Aimer le pays, c'est d'abord aimer les peuples de ce pays. Quand tu aimes le peuple, ça veut dire que tu ne peux pas enlever ton prochain. Et aimer les peuples, c'est aimer toutes les 450 ethnies, aimer toutes les langues de son pays et ne pas croire qu'il y a une langue supérieure à d'autres, ne pas croire qu'il y a une tribu ou une ethnie qui soit supérieure aux autres. C'est ça d'abord, aimer le pays. Et quand tu es dans cette logique-là, je crois que tu auras beaucoup de retenues. Aimer le pays, c'est aimer son histoire. C'est aimer les acquis de son histoire. Les passifs comme les actifs. C'est aimer l'histoire avec ses présidents mauvais ou bons et chercher à apprécier les bons actes qu'ils ont posés parce que ça rentre dans la logique de notre histoire. Mais chercher à rectifier là où il faudrait rectifier. Aimer son pays, c'est apprendre les héros, à connaître les héros de l'histoire de son pays. Sur le plan sportif, sur le plan musical, sur le plan politique, sur le plan scientifique, ça renforce le sentiment patriotique, ça renforce la fierté d'appartenir à une nation, ça renforce en fait ce sens de l'existence même d'une nation. Et ça renforce la cohabitation, le vouloir vivre collectif parce que nous sommes unis par le sort. Et parce que nous sommes unis par le sort, nous conjuguons de la même façon. Quand je te regarde, je vois un Congolais. Je ne cherche même pas à savoir qui que ce soit. Quand tu me regardes, tu vois un Congolais. Et c'est comme ça qu'on avance. Et on aura du mal, on réfléchira à 7 fois. Et si ces Congolais, il a au moins le temps de prendre son petit déjeuner le matin. C'est faisable. Il y a des pays comme des pays scandinaves ou l'Australie où on a déjà mis la population à l'abri de plus de 20 ans. C'est-à-dire le manger les basiques, c'est pas un problème. Il y a de réserves. Ça, c'est faisable pour un pays nanti comme le Congo, qui est potentiellement riche, mais qui est resté en fait que dans une potentialité. On ne sait pas comment quitter de l'énergie potentielle à l'énergie mécanique. Parce qu'en fait, il y a des égoïstes. Parce qu'il y a des gens qui sont cupides. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. C'est très facile de faire la redistribution sociale et permettre à dégager un peu un certain nombre de frustrations. Parce que des fois aussi, c'est la frustration. Oui. Les gens qui échouent pensent qu'ils ont échoué parce que les autres ont réussi. C'est comme ça qu'ils sont très prêts à faire du mal. Il y a des problèmes très basiques. On les regarde, ça grandit. Imagine que ça ne fait mal à personne, aucune autorité, aucun dirigeant, de voir que chaque fois sur le boulevard, il y a des jeunes gens qui demandent de l'argent, qui viennent autour. Comment il n'y a pas ni le ministère de l'Intérieur, ni la politique de la ville? Comment il n'y a pas une politique de proximité, de prise en charge? D'abord, d'inventorier ces jeunes-là, de savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'on peut les remettre dans leur famille? Et comment on peut les canaliser? Tout le monde regarde, les gens sont contents quand ils montent sur leur Jeep, ils demandent, ils savent identifier toutes les Jeeps. Mais comment on ne peut pas réguler ça? On voit chaque jour des enfants à l'âge de 5 ans, 7 ans, en train de conduire de vieux papas, de vieilles mamans aveugles, réels ou supposés. Mais ces enfants ne partent pas à l'école, ils sont sacrifiés. Pourquoi il n'y a pas une politique de proximité, de prise en charge par rapport à ça? Mais tous les députés, bon voilà, les gens racontent de choses. Comment on ne parvient pas en tant que société? Les frustrations de la société sont une bombe à retardement. Coach, le Congo a un problème d'homme ou d'une politique adaptée à résoudre ce problème? Les deux. Parce que la politique est portée par un homme, par une vision. Et cet homme doit avoir la capacité d'être comme une sorte de coach, de savoir mettre qui à la place qu'il faut. Parce que, en fait, c'est un peu comme Mourinho. Qui peut convaincre Eto'o, qui quelques mois avant, pendant qu'il était au Barcelone, quand on ramène Thierry Henry, on lui pose la question, mais tu es attaquant, on a aussi acheté Thierry Henry, comment ça t'est fait? Il dit,
je suis payé pour marquer des buts. Wow. Thierry Henry, c'est un avant-centre. Il se mettra sur le banc. Et c'est ce qui a été fait. Thierry était sur le banc pendant qu'Eto'o jouait. Mais ce même Eto'o, quelques temps après, on les convainc par Mourinho de jouer excentré, reculé pour gagner le match contre Barça. Et Eto'o a fait ça pour jouer avec juste Milito en pointe. Donc cette capacité de convaincre, de placer les gens à des endroits qu'il faut pour un seul objectif, faire rayonner le Congo. Parce que ce n'est pas question d'amitié, ce n'est pas question de qui avait soutenu ton parcours, ce n'est pas question de dette morale. Ici, il s'agit de la nation. Quand vous avez une destinée et que vous êtes au devant de la scène, vous devrez réfléchir sur cela. Mais aussi, ce que j'ai dit, la problématique de manque d'hommes et manque de la politique. En fait, souvent, les gens aiment la facilité de dire le petit esprit discute des événements, les faibles discutent des hommes et les autres. Ça se tient. Personne ne dit que c'est de l'évangile, cette maxime-là. Parce qu'on ne peut pas critiquer une idée si on ne sait pas qui a porté cette idée. Franchement. Imagine, on rentre un peu à l'époque, je vais ouvrir la parenthèse, on parle de révolution de la modernité ou 5 chantiers. Comment on peut critiquer ce problème si on n'a pas, en fait, vu qui l'a porté? Parce qu'on devait se poser des questions. Est-ce qu'il en avait les compétences en déclinant son projet de société? Où est-ce qu'il a failli? Est-ce que c'est le projet de société lui-même qui était mal décliné? Est-ce que les porteurs du projet, on lui a juste écrit des choses que lui-même n'a pas compris? Est-ce qu'il avait les compétences pour atteindre ses propres objectifs? C'est comme ça. On ne peut pas dissocier le porteur de la pensée de la pensée. Et donc, c'est trop facile. Je vois ça sur le plateau des télévisions quand les gens font des débats. Dès que quelqu'un essaye un peu d'aborder la capacité ou de faire passer au peigne fin une analyse assez subjective, bien sûr, mais d'une personnalité directement. Oh non, voilà, on ne parle pas des hommes, on ne parle pas des hommes. C'est faux, c'est un prétexte parce qu'on manque des arguments. On peut discuter des hommes parce que ce sont des hommes qui portent des idées. Et par conséquent, nous devons nous poser la question, combien d'hommes portent des idées? Est-ce que c'est des hommes versatiles? On voit même aujourd'hui, on n'a pas vraiment assez de modèles. Regarde même l'opposition. Aujourd'hui, ils ont du mal à se reconstituer parce qu'en fait, qu'il y ait des contradictions en contradiction. Qu'il y ait des contradictions en contradiction. Au point que les jeunes, en fait, face au miroir de cela, ils ont du mal à se retrouver. Et c'est comme ça qu'ils sont des autodidactes. Donc, il faut qu'on façonne l'humain congolais. L'homme congolais a un sérieux problème qu'il faudrait aborder. Et ça, malheureusement, c'est un travail de longue haleine, mais il faut que ça commence quelque part. Malheureusement, ça n'a pas encore commencé. J'ai cru que ça allait commencer parce que 2 fois dans ses discours, le chef de l'État, quand il prend le pouvoir, discours de prise de pouvoir au Palais de la Nation, il évoque cela. Quand il fait le discours de lancement de 5 chantiers, il dit, au-delà de tout ce projet, le projet, c'est d'abord la construction de l'homme congolais. Et il pose l'acte en créant cette cellule de coordination des changements et mentalité. Malheureusement, elle est dans des... Voilà, on commence à faire le roulage. Et puis après, on est dans... Finalement, on ne sait pas coller les programmes qui changent la mentalité des Congolais. Et par conséquent, on reste à ce même point. Et les Congolais manquent d'idéal. Mais nous manquons d'idéal parce qu'en fait, nous naviguons à vue. Nous n'avons pas de boussole. Il n'y a pas de cours qui apprennent aux jeunes Congolais à aimer leur pays, à aimer sincèrement leur truc. Et aujourd'hui, même dans des églises, il suffit que tu regardes comment il y a des groupuscules, des gens se regardent en chien de faïence. X ne peut pas prendre une photo avec ça. C'est des pasteurs. Hein? Un pasteur qui condamne quelqu'un de son église ou parce qu'il a pris une photo avec quelqu'un d'autre. Vous voyez. Mais après, il prêche, celui qui donne des conseils à d'autres personnes. Hein? En fait, c'est devenu en fait une sorte de jungle, de cours du roi Péto, où les modèles sont rares. Et les 4 entités doivent être renforcées. La famille, elle doit être renforcée. Le respect, le pouvoir de parents doit être renforcé par l'État. L'école doit être restructurée. On doit quitter les folklores. On doit quitter les superficiels. On doit quitter le cosmétique. Et l'État lui-même devrait avoir conscience de son rôle transversal et par conséquent aider les autres entités à atteindre cet objectif qui est très important. Alors coach, nous avons constaté que ceux qui font le mal ou qui s'adonnent aux antivaleurs, ce sont des gens qui sont peut-être frustrés
de ceux qui sont ou bien de ceux qui n'ont pas par rapport à l'âge? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge où il faut préparer l'avenir? Non, il n'y a pas de tranche d'âge où il faut préparer l'avenir. Sinon, vous êtes au dépourvu. Il y a une citation qui dit « Tota vita sciola est », toute la vie est une école. Je dis bien toute la vie. Donc si c'est toute la vie, donc il n'y a pas un moment de la vie qui n'est pas une école. Et même l'école est une école. Et même quand on n'est pas dans le cursus scolaire ou universitaire, on est dans une école. La vie dans son ensemble, c'est une école. Et par conséquent, il faudrait savoir qu'est-ce que nous apportons comme enseignement. Autant le corps humain a besoin de manger, l'esprit et l'intellect ont besoin de manger. Et ça s'est fait progressivement au fil de la croissance de l'individu. Oui. Parce que potentiellement, nous sommes hommes, potentiellement, nous sommes femmes, mais nous sommes appelés à le devenir. Mais malheureusement, si l'éducation ne va pas, si l'instruction ne suit pas avec, si l'orientation spirituelle ne va pas avec, on se retrouve un peu comme retardé, on se retrouve un peu comme handicapé de certaines substances ou affamé. On va en fait mourir de la famine intellectuelle, de la famine spirituelle, ce qui constitue l'homme. Parce que, tel que les classes Maslow dans la pyramide de besoins, donc il y a un moment donné dans notre parcours, dans l'apprentissage, il y a d'abord le besoin d'être reconnu dans la société, les besoins de l'estime de soi. Tout ça, ça fait partie des éléments qui construisent l'humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit pendant que tu as besoin de l'estime de soi? Si tes parents te disent bourrique, zoba et trucs, ça détruit en fait l'humain en nous. Tu grandis avec cette frustration. C'est comme ça qu'il ne faut pas attendre que l'enfant aille à l'école. C'est chaque jour. C'est comment on se réveille. C'est ce qu'on dit aux enfants. C'est ce qu'on leur met dans la tête qui va construire l'humain qu'ils sont. C'est l'amour qu'on leur apporte. Il y a le besoin d'estime de soi, le besoin d'être reconnu. Il y a le besoin en fait d'aimer et d'être aimé. Il y a en fait, dans ce processus, il faudrait savoir quelle est la nourriture matériel, physique, intellectuel, spirituel qu'on donne à l'enfant. C'est ça en fait l'apprentissage. Comment on le prépare? Et on devrait préparer les enfants en leur disant nous sommes tel pays. Voilà l'histoire de notre pays. Mais nous sommes aussi telle tribu. En fait, la fierté d'appartenir à une tribu n'est pas le tribalisme. Souvent, je vois les gens confondre. Même le fait de nommer quelqu'un de ma tribu dans mon cabinet, ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est le fait de ne pas être content de quelqu'un juste parce qu'il n'est pas de votre tribu. Et par conséquent, quand quelqu'un a un poste et que parce qu'il n'est pas de ta tribu, tu n'es pas content, c'est ça le tribalisme. Et parce que quelqu'un est incompétent, mais juste parce qu'il est de ta tribu, tu laisses les compétents, tu les prends. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme n'a jamais été le fait d'être content d'appartenir à une tribu ou d'avoir des personnes compétentes de sa tribu autour de soi. Ce n'est pas du tribalisme. Ça a toujours été très mal défini. Voilà pourquoi je fais un livre, le tribalisme au banc des accusés. Et généralement... D'un aspect que vous avez soulevé lorsque nous étions dans une rencontre des jeunes au conseil, vous avez expliqué l'histoire des léopards, des coupes de foot. C'était très fort. Mais c'est parce que souvent, il y a beaucoup de choses mécaniques qui ont davantage, au lieu de combattre le tribalisme, ont accentué le tribalisme. Je suis désolé, cette histoire de géopolitique. Bon, parce que on est un gouvernement, on doit avoir la représentation de toutes les provinces. Malheureusement, ça renforce le tribalisme. Et quand on nomme, et qu'il y a par exemple 4 personnes compétentes de Kwango, et qu'il n'y a qu'une seule personne de Kwilu, ou bien il n'y a pas une personne de Chopo, eux ils s'élèvent. Nous n'avons pas été représentés, nous avons été sabotés. Parce que ces gens sont tribalistes. En réalité, ils devraient être contents que nous avons mis les meilleurs de notre pays. Parce que nous nous conjuguons en tant que pays. Et plus on encourage ces choses que j'appelle bêtises, ça renforce plutôt les tribalismes au lieu de les combattre. Oh non, il faut considérer la géopolitique. Considérons les compétents d'entre nous. Comme j'ai donné cet exemple dans l'équipe nationale où à un moment donné, on s'est retrouvé avec le 11 de départ. 7 d'entre eux sont de l'Équateur, du Grand Équateur. Et on est tous contents. Quand ils marquent les buts, ils marquent au nom du drapeau de la RDC, ils marquent au nom du pays. Et je crois que nous devrons apprendre à nous redéfinir en tant que nation et comprendre réellement les vraies bases de la conscience nationale. Et ça permettra à ne pas nous éparpiller. Encore une fois, ça devrait être une des tâches de la cellule de coordination des changements de mentalité. Parce que ça devrait être les lieux du renforcement de la flamme nationale.
au lieu que nous puissions être juste des entités hétérogènes qui n'ont en commun que le nom du Congo, mais qui n'ont rien d'autre en commun, parce qu'ils pensent que si son frère de la tribu n'est pas là-bas, ça veut dire que le Congo n'est pas représenté, alors que c'est la représentation du Congo. Quand vous étiez en train de parler des 3 entités qu'il fallait, qui doit normalement encadrer la jeunesse, vous avez cité l'État. Nous tendons petit à petit vers les élections en cette période électorale. Quelle est l'attitude que la jeunesse doit adapter pour se prendre en charge, coach? Parce que vous avez parlé qu'il faut changement de mentalité, mais ceux qui sont à la tête de tout ce qu'il y a comme institution, mais ils ne font rien, coach. Vous faites bien de l'évoquer. Nous sommes pendant la période, voilà, donc l'amorce de la période électorale, on est déjà en cours. C'est vrai que c'est timide, je ne sais pas quelles sont les statistiques, parce que les dépôts des candidatures au niveau national devraient déjà se faire, et la date limite c'est le 15, selon le calendrier de la CENI. Moi, j'encourage les jeunes à leur responsabilité. Parce que l'acte de vote est un droit d'abord et par conséquent est une responsabilité. Parce que nous décidons de ceux qui vont nous diriger pendant les 5 prochaines années. Est-ce que nous allons continuer à envoyer au Parlement des gens qui vont insulter les autres, qu'on voit des vidéos de l'immoralité, des gens qui jettent l'opprobre à un lieu sacré comme le Parlement, qui devait être le vivier, le creuset de l'intellect, de la crème, de l'exemplarité, de l'excellence? Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer à construire le pays? J'encourage les jeunes à ne pas suivre ceux qui veulent qu'il n'y ait pas de processus électoral. Nous ne pouvons pas, parce que c'était un choix. Quand nous nous élèverons, nous déciderons que les modes de choix de nos dirigeants, ça ne sera plus par les élections populaires. On le décidera parce que de toutes les façons, nous sommes un peuple libre qui peut décider si on choisit une dictature, une monarchie ou quoi que ce soit, pourvu que ça soit pour les développements. Parce que nous ne sommes pas obligés de faire tout ce que les Occidentaux veulent. Nous sommes appelés à lever des options par rapport à ce qui est bon pour nous. Mais pour le moment, comme c'est la Constitution du 18 février telle qu'elle est modifiée 2 fois, qui nous régit, elle dit que nous devons aller aux élections chaque 5 ans. Donc nous ne pouvons même pas discuter sur ça. Que les gens arrêtent avec les histoires d'intox, de dialogue. La jeunesse doit avoir la responsabilité maintenant pour chuter. Il y a un vent qui est certes réel, qui est un phénomène, mais qui est aussi une réalité. Ce que les jeunes veulent, le renouvellement de la classe politique. Mais ce renouvellement de la classe politique ne se fait pas par baguette magique. Il faut être préparé. C'est pas moi qui l'ai dit. Napoléon Bonaparte a rendu célèbre cette citation de Chateaubriand. L'ambition dont on n'a pas de compétences est un crime. Il ne faut pas juste dire que le vieux quitte, on va le remplacer. Il faut se poser des questions. Est-ce que nous avons des valeurs mieux aiguisées que celles que les vieux ont portées? Est-ce que nous avons suffisamment de compétences? Est-ce que nous avons suffisamment d'arguments pour faire prévaloir? Ça, c'est très important. Parce que s'il faudrait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, vaut mieux que cette place reste, mais qu'on puisse trouver la solution sur le problème substantiel, le problème de mentalité de l'humain congolais, le problème de cristallisation du patriotisme, parce que nous sommes un pays qui doit devenir grand, comme disait Lumumba, le Congo est grand et exige de nous la grandeur. Votez des personnes compétentes, votez des personnes qui ont de la valeur, votez des personnes qui ont le sens du bien commun, du respect de valeurs et qui sont réellement des repères, parce que ce pays a vraiment besoin de dignes fils qui répondent à ce rendez-vous de l'histoire, qui est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Merci beaucoup, coach. Peut-être dans quelques secondes, c'est quoi votre lutte? Vous organisez des conférences, vous intervenez dans beaucoup. Et je viens de sortir une chanson patriotique, il faut dire ça, Bissotou Nafran, qui est vraiment... parce qu'en fait, vous voyez, j'organise des conférences, j'écris des livres, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui lit les livres. Je suis très content de remettre en cause tout ce qu'il y avait comme pronostic. Les Congolais ne lisent pas, tout ça, avec notamment Bâtir sa propre légende, des leadership transformationnels, des livres qui sont sérieusement consommés et par des Congolais et des Africains. Et maintenant, je tiens compte de cet autre aspect. Il y a des gens qui ne liront pas forcément des livres, qui ne viendront pas dans les conférences. Et comme j'ai ce talent, ces autres dons que Dieu a mis en moi, j'ai fait une chanson patriotique, Bissotou Nafran, qui en fait est l'image, en fait, au-delà de soutenir le phare d'essai qui sont au front. Quand j'ai dit Bissotou Nafran, c'est-à-dire, même si tu n'es pas physiquement au front, mais tu dois être spirituellement connecté, tu dois encourager les efforts de guerre. Et Bissotou Nafran, c'est aussi un appel à quitter la paresse, à se réveiller, à aller au front pour se battre chaque jour dans la vie. Mais Bissotou Nafran, c'est aussi en fait
le sursaut patriotique, tenir ce flambeau, de faire la fierté de la RDC. Merci beaucoup, coach. Mesdames, Messieurs, vous allez suivre cette chanson après cette émission. Coach, merci beaucoup d'avoir répondu moi qui vous remercie. à nos questions et notre invitation. Merci et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout. Je suis très heureux. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.